Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S1212 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 11 juin 2026. Cette émission vous est présentée par Canon et sa gamme EOS R, des performances inédites pour une créativité sans limite. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Lorraine Valroff pour cette masterclass consacrée à la photo de foot. Alors, on l'a vu dans ta présentation, pour le foot, tu n'es pas photographe indépendante et tu ne travailles pas pour une agence. Tu es salarié d'un club en CDI, le Paris Saint-Germain. Pour comprendre pourquoi les clubs prennent des photographes à temps plein, nous avons échangé avec Thomas Cusso, qui est Head of Club Media de l'équipe de Ligue 1 lilloise, le LOSC. Il nous explique. Les clubs de football, de toute façon, sont des commerçants de droit en premier lieu. Ça fait partie aussi de leur modèle économique. Donc, les droits, ça se valorise surtout avec de l'émotion. Nous, c'est aussi la fonction qu'on a lorsqu'on rentre dans un club comme celui du LOSC et lorsqu'on travaille pour les médias clubs. C'est-à-dire qu'effectivement, on est censé produire de l'image qui génère de l'émotion. Et sur la photographie, évidemment, c'est un rôle assez clé. Il y a 2-3 utilités assez claires à avoir de la photo régulièrement dans un club de football. Il s'agit évidemment de valoriser les joueurs eux-mêmes, valoriser les résultats, valoriser les produits dérivés. Le merchandising dans les clubs de football, évidemment, est une ligne de revenus qui est assez importante. Et puis, naturellement, les sponsors et les partenaires. Aujourd'hui, quand un partenaire va s'acheter une visibilité sur un maillot, sur un short ou sur un support officiel du club, il s'attend évidemment à ce que cette visibilité soit au stade avec les spectateurs, à la télé, évidemment, avec le diffuseur officiel, mais aussi désormais avec les réseaux sociaux et les médias digitaux. Donc, c'est aussi notre rôle, c'est de créer des assets qui vont être distribués, qui vont être vus. Et c'est pour ça que nous, on travaille vraiment à 360, on va dire un tiers pour nos propres médias, un tiers pour les médias externes et un tiers pour les joueurs qui sont des médias très importants. Je vais rappeler une statistique, le LOSC, c'est 9 millions d'abonnés dans le monde, mais si on agrège l'audience de nos joueurs, sur les réseaux sociaux notamment, on est plus proche des 35 millions d'abonnés. Donc c'est une audience assez massive et on a tout intérêt à ce que nos photos, lorsqu'on lance une collection par exemple de maillots, soient vues sur les réseaux de nos joueurs. Alors avoir un photographe en salarié, c'est sûr que c'est pas un choix si évident que ça. On pourrait effectivement instinctivement se dire qu'avoir de la flexibilité avec des freelances apporte à la fois un confort, je dirais une sorte de sécurité financière aussi, puisque du coup, on peut alterner un petit peu ses budgets selon ses besoins. Mais en fait, on s'est aperçu assez rapidement que pour tout un tas de raisons, il fallait avoir des photographes salariés. Au départ, peut-être pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire qu'un club de football ne maîtrise pas toujours son planning. On a beaucoup d'urgences, beaucoup d'imprévus, et donc beaucoup de demandes qui viennent en dernière minute. Donc c'est un confort aussi d'avoir à demeure un photographe. Il y a aussi un sujet de confidentialité. Lorsqu'on envoie un photographe à l'entraînement, il va voir, entendre des choses tactiques ou humaines. Donc c'est important aussi d'avoir une personne de confiance sur laquelle on peut s'appuyer. Et puis enfin, naturellement, je pense que le photographe ne doit pas être simplement défini par sa capacité à prendre une bonne photo, mais aussi à avoir avec lui une vision. Et c'est un peu ce qu'on demande nous aux photographes du club, c'est-à-dire être capable d'aller montrer des nouvelles choses, d'aller créer des nouvelles choses. Notre photographe, par exemple, je donne un cas très concret, il gère la photo officielle du club. C'est pas forcément lui qui fait la photo. Simplement, en fait, il va s'entourer d'autres photographes et en fait, dès que la thématique est photo, il va pouvoir entre guillemets ça, intervenir. Et donc en fait, il a un rôle un peu de chef de projet, notamment en semaine, parce que c'est vrai qu'on se dit souvent le photographe, qu'est-ce qu'il fait quand il n'y a pas de match et qu'il n'y a pas d'entraînement, voilà, il va s'occuper de projets comme celui-ci, il va organiser des shootings, merchandising, où c'est pas forcément lui qui va s'occuper uniquement de faire la photo, mais aussi il va recruter les mannequins, il va s'occuper de la partie inventaire pour simplement que l'intendance soit à jour. Et puis voilà, il va gérer toute la DA, il va collaborer avec les équipes créatives, les graphistes, les social media et le brand, et enfin le service de brand du club. Donc c'est un rôle assez transverse qui est beaucoup plus complexe qu'on peut imaginer lorsqu'on parle de photographe. C'est aussi pour ça qu'on s'est attaché les services d'un photographe salarié plutôt qu'effectivement travailler avec des freelances. Ce qu'on fait par ailleurs, mais c'est plus pour booker des volumes d'activité qui sont plus importants sur certains matchs. Donc ça nous permet aussi d'avoir un peu plus de flexibilité de ce point de vue-là.
C'est vrai que ça peut, paraître surprenant, de se dire que des clubs de foot salarient des photographes et un peu la première question qu'on aura envie de te poser, bah, c'est: «Qu'est-ce que tu fais quand il y a pas de match?» Mais, avant qu'on rentre là-dedans, est-ce que comme le décrit Thomas, tu as une casquette de chef de projet, image au sein du Paris Saint-Germain? Alors chef de projet, oui et non. On est amené des fois à proposer des choses, notamment pour tout ce qui est, le côté brand, quand on a des sorties, pas forcément de maillots, mais plus, je dirais, des collections un peu lifestyle, où c'est à nous de proposer des idées, de projets pour mettre en valeur ces vêtements et pas Mmh. forcément avec les joueurs aussi. Il faut qu'on puisse réfléchir, à un autre moyen si les joueurs sont pas dispo. Donc, il y a un peu une partie création quand même sur certains projets où c'est à nous de proposer des choses. Mais sinon, on est vraiment, on répond à des demandes, en fait. On a beaucoup de services, beaucoup de personnes au club, comme c'est un grand club et c'est plus, des projets qu'on nous propose et nous, on donne notre petite touche finale pour mener à bien ce projet. Tu te retrouves un petit peu dans tout ce que décrivait, Thomas ou alors c'est totalement différent? Parce que le PSG, le LOSC, c'est toujours la Ligue 1, de football, professionnel, mais enfin le PSG a l'air d'être tellement dans une autre dimension qu'on imagine quelque chose d'encore un peu plus tentaculaire. Tu es toute seule, salariée, au club? Alors non, je suis pas toute seule depuis 1 an. On est 2 salariés maintenant, avec Aurélien Meunier qui nous a rejoints. Et je me retrouve un petit peu, mais nous, c'est différent parce qu'on a toujours quelque chose à faire parce que le PSG, il y a la section foot que tout le monde connaît, mais il y a les autres sections aussi dont on a parlé précédemment. Donc la semaine, il y a toujours quelque chose. Déjà, les entraînements de foot, il y en Ça a répond à la quasi question tous les jours. d'Arthur, qu'est-ce que tu fais quand il y a pas de C'est match? ça, voilà, c'est ça. En fait, on est tous les jours, on a quelque chose, que ça soit d'un point de vue sportif ou même d'un point de vue extra-sportif. C'est du non-stop, vraiment pur et dur. Est-ce que tu peux nous raconter l'agenda de la journée de finale de Ligue des champions pour toi? Alors, c'était une grosse journée, une journée qui commence, très tôt parce que, on anticipe, on se fait une réunion le matin pour anticiper tous les besoins photographiques, au-delà du match classique, j'ai envie La de dire. réponse, c'est pas tout, en fait, faut de tout photographier. Voilà, c'est vraiment, on fait le matin, c'est reportage avec les fans, les ultras qui arrivent, donc on va les suivre parce qu'ils ont le cortège jusqu'au stade, mais ils ont toute la partie avant pour, Les mettre un ultras, peu. c'est les supporters, Oui, hein, c'est les supporters, c'est ça. Pour mettre un peu l'ambiance dans la ville, parce qu'au début, il y avait beaucoup d'Anglais dans la ville et très peu de Parisiens. Donc nous, on les suit jusque, j'ai envie de dire, allez, début d'après-midi. Et on part très rapidement au stade parce que le match était beaucoup plus tôt que d'habitude. Il Oui, n'était pas à 18h, 21h, c'est un ça, horaire très 18h. inhabituel. Donc Mmh. du coup, on part très très tôt au stade. On a tout ce qui est photographie de vestiaire à faire, des photos d'ambiance, Ligue des Champions dans le stade. Donc ça, c'est vraiment des photos qui sont faites sur tous les matchs, hein. C'est pas parce que c'est la finale, c'est des choses qu'on fait tout le temps. Et puis l'arrivée des joueurs arrive très très vite, donc on a ça à faire, reconnaissance terrain, échauffement, et puis bah j'ai envie de dire le match est lancé et il faut pas oublier aussi de faire des photos de supporters et d'émotions parce que sacré match et il faut immortaliser vraiment tous les éléments, même en dehors du sportif. Ça paraît énorme pour, une seule femme, voire, même avec un collègue, je veux dire. Oui, bah alors là, on était donc avec mon collègue, on était présents tous les deux et on avait fait appel à un autre photographe en plus qui travaille pour Getty pour nous aider aussi parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à couvrir. Donc, on n'était pas que deux, donc ça allait. Mais c'est vrai qu'il faut penser à tout et surtout anticiper. C'est avant de partir sur le terrain, je réfléchis toujours à qu'est-ce que je dois faire. Je me fais ma petite checklist et il faut que je coche toutes les cases pendant le match, sans oublier bah, les instants sportifs et les émotions, c'est le plus important. Mais tu avais déjà vécu la première finale ou c'était, Alors la première première? finale, non, je l'ai pas vécue, j'y étais pas. J'ai vécu le après, les célébrations, mais la finale, j'étais pas présente. Donc là, c'était ma vraie première finale en direct. Donc il y avait quand même ce petit stress-là, mais c'était génial, c'était magique. Comment est structuré, du coup, le service, photo du PSG? Qui c'est qui te donne tes missions, ton agenda, comment ça se passe? Alors, au-dessus de nous, donc on a notre manager qui récupère toutes les demandes de tous les différents services du club et toutes les sections et il répartit, entre nous 2, les 2 photographes, les missions les plus importantes, on va dire et ensuite sur certaines missions où nous, on peut pas être disponible, où on peut pas se dédoubler, on fait appel à des prestataires, mais c'est plus occasionnel. Pour rebondir sur ce qu'on disait, sur le traitement, des images et sur, le crédit, comment ça se passe? Est-ce que c'est ton nom qui figure, avec celui du PSG ou uniquement celui du PSG? En fait, mon nom, c'est El Valroff et PSG. En fait, on aura toujours la mention du photographe suivie de PSG vu qu'on est photographe du club.
le club fonctionne un peu comme une agence de presse. Ils ont la possibilité de vendre tes images. Est-ce que toi, tu as le droit d'utiliser les images que tu fais dans le cadre du club comme tu veux sur tes réseaux sociaux? Si jamais, je sais pas, tu voudrais faire un bouquin de tes images, tu as le droit de le faire, ça ou pas? Alors moi, j'ai le droit d'utiliser uniquement les photos qui ont été partagées par le club. Donc c'est vraiment c'est tout ce qui est utilisé sur leurs réseaux sociaux, le site internet avec les différents diaporamas, ou que eux ils peuvent partager à la presse. Ça, j'ai le droit de l'utiliser. Donc, tout ce qui est diffusé. Tout ce qui est diffusé. Le reste, je n'ai pas le droit et ça appartient au club. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a un desk photo au sein du club? C'est-à-dire que pendant que tu es sur un événement, il y a quelqu'un qui va recevoir les photos comme sur une agence ou un média, comme l'équipe, qui va traiter les images, choisir ce qui est diffusé, ou c'est toi qui gères absolument toute la Alors, chaîne? nous, pendant le match, on est comme en agence, comme quand j'étais en stage d'équipe, on envoie directement nos images sur un FTP. Et derrière, il y a tout ce qui est social qui récupère les photos et qui les publie directement. Malheureusement, pour l'instant, on n'a personne qui retouche nos photos, donc on n'a pas le droit à l'erreur. En fait, c'est vraiment la photo brute du boîtier qui est directement publiée. Donc ça, c'est à nous d'anticiper. Il faut qu'on soit irréprochable là-dessus. Et après, on a un service iconographie qui, eux, indexe et archive toutes les images. Alors, il y a l'utilisation des images par les canaux et les flux du Paris Saint-Germain officiel, mais il y a aussi l'utilisation des images par les joueurs sur leurs propres réseaux sociaux, qui sont des médias à part entière. Comment ça se passe là? Est-ce qu'ils sont open bar sur tes images, les joueurs? Alors, il y a une sélection qui est faite par la communication. En fait, on procède un peu sur des photos avec des petits drapeaux verts et des drapeaux rouges. Donc, tout ce qui est drapeau vert, les joueurs ont le droit d'utiliser. Et tout le reste, les joueurs n'ont pas le droit d'utiliser. Donc, c'est eux qui font la sélection des images qui peuvent être partagées par les joueurs ou non. Ah, ils ont un droit de regard sur la production? Oui, 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 tout à fait. C'est un peu un travail qu'on a en commun. C'est un peu question-réponse à chaque fois. On échange sur ce qui peut être montré, ce qui peut pas être montré en fonction, par exemple, je sais pas, mais c'est un mauvais partenaire sur la tenue. Bah, ça, tout de suite, on va pas le Ça diffuser. doit être critique, les sponsors, non? Voilà, un c'est truc, ça. Alors que le joueur, lui, il aurait pas fait attention, il l'aurait publié. Donc, il y a toujours un regard avant d'envoyer directement la photo au joueur. Hmm. Alors, parmi tes missions, donc il y a la photo des matchs en eux-mêmes, hein, comme on vient de l'évoquer, et puis il y a tout ce qu'il y a autour des matchs. Et du coup, là, tu vas jouer sur d'autres terrains photographiques. Le reportage, l'événementiel, le portrait, la mise en scène. Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de types de missions que tu peux avoir qui touchent ces domaines-là? Oui, alors c'est vrai qu'il y a plein de missions en dehors du sportif. Sur la sortie d'un nouveau maillot, par exemple, on va être sur de la photo studio et accès portrait. Donc, c'est à nous de monter notre studio, réfléchir à l'éclairage qu'on veut, la DA qu'on veut aussi. Le maillot avec les 2 étoiles, vous l'avez shooté en anticipé combien de temps avant? L'année dernière. Non, non, quand même pas. En soi, le maillot 2 étoiles, on fait de la post-prod, on rajoute une étoile. Oh, Désolée. Ah oui, non, mais bon, ça se faut comprend. vivre avec son temps Ça quand se même. comprend, ça se Voilà, comprend. c'est ça. Mais il y aura un nouveau shooting avec le nouveau maillot. Donc, Évidemment, voilà, évidemment, évidemment. Mais en général, oui, s'il y a un nouveau maillot qui sort, on anticipe sur. Allez, j'ai envie de dire, la dernière fois, on a fait quoi? 2 mois avant la sortie du maillot. Mhm. Donc, c'est vrai on le vend en exclu avant tout le monde. Mais après, oui, pour revenir aux différentes missions, des fois, on est amené à faire du reportage pur et dur sur un événement. Par exemple, la dernière fois, c'était pour un nouveau partenaire. Il avait un événement au Parc des Princes et il allait être affiché sur le maillot pour les prochains matchs. Et c'était couvrir cet événement-là. Donc, c'est du reportage pur et dur. L'événementiel, Voilà, de l'événementiel. Donc, ça, j'ai envie de dire, c'est la casquette un peu plus facile à faire. Mhm. Mais il faut la faire. Donc c'est vraiment être multitâche, savoir anticiper un peu tous les moyens et techniques photo aussi. Donc moi, l'avantage, c'est qu'en étant passée par une école, j'ai appris un peu tous ces styles de photo. Donc je suis un peu un couteau suisse là-dessus. Donc c'est ce qui me sauve sur pas mal de choses. Et en termes de relationnel avec les joueurs, est-ce que tu es assez libre? Parce que on avait discuté avec plusieurs photographes de sport, hein, à ces micros, Pauline Ballet, Franck Seguin, qu'on a entendu aussi. Parfois, c'est aussi compliqué que de photographier des chefs d'État, quoi. Le temps peut être très limité. Ça va faciliter les choses d'être salarié du club, certes, mais ça veut dire que tu peux aller en direct évoquer des trucs avec eux, ou tu passes par
des agents, par le service de com du club, etc. Comment ça se passe à ce niveau-là? Alors dès qu'on veut monter un projet avec un joueur, on passe toujours par le côté communication. C'est eux qui sont en relation directe avec les joueurs et une fois que le projet est lancé, on est en échange avec eux. On est très timé aussi, en fait, comme si on était externe, mais Ah oui. on doit respecter des timings. Des fois, on les attend des heures pour que durer même pas 1 minute, mais c'est les règles du jeu, en fait, on a l'habitude. On monte le projet et on est un peu à leur merci, mais c'est normal. Ils ont un emploi du temps aussi très chargé, donc c'est à nous de nous caler un petit créneau pour pouvoir faire les images. Ouais, mais le fait que tu sois une figure familière, ça doit faciliter les choses, non? Enfin, j'imagine que vous vous connaissez. Maintenant, quand ils savent que c'est toi qui vas shooter, peut-être que c'est plus relax que Oui. Est-ce si que tu c'est pars en quelqu'un vacances d'externe. avec des joueurs? Non, pas du tout. Non, mes vacances, c'est mes vacances. Non, mais oui, ça aide parce que c'est une figure familière. Ils savent qui je suis, ils savent que je vais pas les enquiquiner non plus à l'extérieur ou leur demander des autographes ou quoi. Donc, c'est une relation de confiance qu'on a. C'est des collègues de travail, en fait. Et on monte un projet ensemble, on le fait. C'est juste eux le modèle. Et puis voilà, c'est des personnes comme les autres, en fait, pour nous. Donc, c'est facile de discuter avec eux et d'échanger. Et à force de se connaître, on peut faire aussi les choses un peu plus rapidement parce qu'on a les automatismes vu qu'on connaît la Ouais, personne. bien sûr. Donc ça, c'est assez pratique. Alors, en tant que photographe officiel et salarié du Paris Saint-Germain, tu as une position qui est très privilégiée. J'imagine que tu dois voir et entendre des choses très confidentielles. Comment sont gérées ces notions de confidentialité sur des scènes sur lesquelles tu peux être témoin? Alors c'est vrai que j'entends beaucoup de choses et je vois beaucoup de choses, mais en fait, j'entends, mais je retiens pas J'entends, mais je forcément. n'écoute pas. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est vraiment un côté de confiance qu'on a entre nous. Je vais jamais diffuser ou divulguer quoi que ce soit que j'entends ou que je vois, et c'est de la logique en fait. Oui, comme dans n'importe quelle boîte, au Voilà, final. c'est C'est la ça. cuisine interne. Ouais, totalement. Et je leur laisse faire leur vie, j'entends, mais c'est tout. Ça reste là. Non, par contre, contrairement aux photographes accrédités sur un événement sportif, bon, bah, tel la finale de la Ligue des Champions, ton statut te donne peut-être certains accès que d'autres n'ont pas, voire dont d'autres rêveraient. Comment tu le vis, ça, et comment c'est perçu de l'autre côté? Alors oui, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des accès que tout le monde veut. Typiquement, là, sur la finale de Ligue des Champions, j'ai appris pendant le match que j'avais la chance d'avoir un brassard pour aller sur le terrain si on gagnait en après-match. Donc, dès qu'on a gagné, bah, j'ai couru sur la pelouse pour faire toutes les photos d'émotion. Et je sais que des fois, ça peut être mal perçu par d'autres photographes. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours connu parce qu'en tant que femme photographe de sport, on a souvent des mauvaises remarques qui sont faites. Donc, Ça progresse pas un peu, non? ça progresse, mais trop lentement. Enfin, franchement, quand on veut être photographe de sport et quand on est une femme, faut tout donner, il faut y croire parce que on se prend énormément de remarques et qui peuvent nous faire douter. Mais moi, j'avais qu'un rêve, un objectif, donc j'ai tout donné. Je suis passée au-delà de ce qui pouvait être dit. Mais ça continue aujourd'hui, malheureusement. Donc, on sent les regards, on sent les critiques. Mais j'ai envie de dire, moi, je vis de ma passion. Donc, allez-y, hein, crachez dans mon dos, je m'en fous. Quand il y a des matchs dans votre QG, le Parc des Princes, j'imagine que tu as accès absolument à tous les emplacements. C'est quoi, du coup, tes spots préférés pour photographier du foot? Alors, j'ai accès à tous les emplacements, mais pas tout le temps. En fait, ça va dépendre de la tournure du match et de l'importance. Dès que c'est un match de Ligue des Champions, c'est l'UEFA qui gère, c'est plus le club. Donc, du coup, nos accès sont limités. On a toujours le principe des accrèdes rouges, des accrèdes vertes, etc. Donc, comme on est photographe club, on a l'accrède rouge, donc on peut aller dans la zone joueur, dans le hall joueur, tout ça. Mais on est beaucoup plus limité et on dépend de l'UEFA. Donc, s'ils ne veulent pas qu'on soit à tel endroit, on n'y sera pas. Même si on dit qu'on est photographe du club, on n'aura pas le droit d'y être. Mais après, pour avoir testé plusieurs spots, j'ai eu la chance cette année de faire un match depuis le toit du Parc des Princes. Oui. Contre le Et Bayern, c'est ça. match de poule, ouais. On peut Exactement. le voir sur ton Instagram, c'est fabuleux, ça. Ouais, et c'est un spot qui est incroyable, en plus avec les lumières, les ombres, et c'est un point de vue qu'on n'a jamais. En fait, on l'a que en vidéo souvent, mais en photo, c'est très très rare parce que pour monter là-haut, ça dépend des conditions météorologiques. Donc, on est prévenu 10 minutes avant si on peut monter ou pas. Et le nombre de personnes est limité pour monter.
Mais c'est vraiment un spot qui sort de l'ordinaire et que ça soit pour faire de la photo de match ou même de supporters, pour avoir les tifos des supporters, c'est le meilleur endroit, c'est le Mais il plus n'y a bel pas endroit. trop de pyrotechnique parce qu'au début des matchs, notamment de Ligue des Champions, parfois ça pète de partout, ça jaillit même sur les toits. On voit des beaux plans larges assez fantastiques là. Oui, T'étais en sécurité? oui, bah, en fait, il y a une seule zone où on peut accéder, qui est sur un côté du toit, avec une ligne de vie qu'on ne doit pas dépasser. Et c'est vraiment le seul endroit où on peut se poster parce que oui, autour, il y a tout ce qui est pyro, il y en a même en dessous de nous. Mm. Donc quand on y est, c'est impressionnant. Et on réalise la chance qu'on a quand même parce que depuis le toit, on a une vue sur Paris qui est incroyable pour faire des plans larges avec la Tour Eiffel, le match en bas. C'est incroyable. C'est Et magique. d'ailleurs, tu avais quelle optique? Parce qu'on va y venir hein, plus en détail sur ton sac photo, mais dans ce cas de figure-là, quand tu te trouves sur le toit, tu shootes avec un zoom, un télé, Ouais. comment tu gères ça? Alors, bah, pour tout ce qui était plan large et tout, moi, j'avais mon 16-35 habituel. Donc, voilà. Et pour le match, j'étais en 100-300 avec doubleur pour vraiment être Ah, le focus 100-300 de 8? ouais, 100-300 de 8. Un beau D'ailleurs, bijou. Ah oui. le matos, c'est à toi ou c'est au club? Alors, comme j'étais prestataire avant, je l'avais, le même matos. Mais maintenant, c'est le club m'a acheté exactement la même chose. Donc, du coup, le matos appartient au club. Donc, c'est moi qui ai fait ma liste de courses. Et on a... Open budget? Ouais, c'était impressionnant, mais c'était génial. Et voilà, j'ai la chance de pas être embêtée par d'un point de vue budget ou quoi que ce soit, et on peut avoir le matos qu'on souhaite et qu'on a besoin, surtout en fonction des demandes. Alors, déroule. Qu'est-ce que tu as à disposition? Plein de choses. Tout est en Canon aujourd'hui. Tout le club est passé chez Canon. D'un point de vue photo, en vidéo, c'est Sony, mais en photo, c'est full Canon. J'ai 2 boîtiers, donc 2 R1 à disposition. Pour les photographies de foot, c'est le 100-300 avec soit l'extender, soit le doubleur en fonction de la situation. Bon, le toit, c'était le doubleur automatiquement, mais le reste du temps, c'est plus l'extender en 1.4. Ensuite, un flash, toujours avoir un flash de reportage avec soi, parce qu'on n'est pas à l'abri d'aller dans le vestiaire faire des photos et c'est très très mal éclairé, donc le flash nous sauve sur beaucoup de choses. Et puis après, on a tout ce qui est matériel de studio, pour monter des studios s'il faut faire du portrait ou quoi que ce soit, on a tout à disposition. On a des optiques un peu plus classiques et polyvalentes, le 24-70, 70-200. T'es plus zoom que focal fixe alors? Alors, je suis plus zoom que focal fixe, oui. Sauf pour le studio où c'est un 85 mm. Mais c'est... Le 1.2? Oui. Oui, tant qu'à faire. Oui, bah, oui, bah, Open quand on n'a pas de budget, on limite t'a de dit, budget. Oui. Quoi s'embêter. Non, en revanche, j'ai une question. Tu as pris 2 R1. Pourquoi pas un R5 Mark II qui est plus léger pour certaines situations et un R1? Toi, ça te gêne pas enfin, en termes de poids, tu préfères avoir la poignée Bah, en fait, ouais, j'aime beaucoup les monoblocs. J'ai toujours eu l'habitude de travailler avec un monobloc, donc c'est vraiment la facilité. Au début, j'avais un R3 et un R1. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est paramétrage de boîtier, par exemple, lié au FTP ou quoi que ce soit, c'est beaucoup plus simple d'avoir 2 fois le même boîtier. Il a une meilleure autonomie aussi qu'un R5 ou un R3. Donc, nous, on n'a pas forcément le temps, des fois, dans le rush, de changer nos batteries ou quoi. Donc, on a intérêt à avoir un boîtier qui tient la route directement. Donc, oui, c'est sûr, c'est lourd. C'est pas facile tous les jours avec tout le matos, quoi. À la fois le sac à dos, plus les 2 boîtiers de chaque côté. Et encombrant surtout. Oui, c'est ça. C'est encombrant. Mais non, j'ai pris l'habitude de travailler avec le R1, qui est un super boîtier. J'ai jamais été déçue de ça. Donc non, c'est vraiment l'habitude et la facilité pour moi. Alors, on va maintenant parler un peu plus image et s'intéresser à la photo de sport pendant les matchs de foot. Nous avons échangé avec Franck Seguin, directeur de l'image et photographe à l'équipe. Nous lui avons demandé de nous définir ce qu'est une bonne photo de foot et de nous parler de l'image de la finale de la Ligue des Champions à Budapest, entre le PSG et Arsenal, donc, qui selon lui a été la plus marquante. On l'écoute. Une bonne photo de foot dans le cadre de l'équipe, c'est une bonne information. Ça passe par quoi? Ça passe par un bon placement, la connaissance de ton sujet, d'avoir pris des renseignements avant le match, qui est à suivre, qui est dans l'actualité, et pendant le match, les suivre. Saisir toutes les informations du match, c'est-à-dire les blessures, le buteur, le passeur, l'entraîneur,
les gens qui sont sous le feu de l'actualité lors de ce match. Voilà, ce sont des choses essentielles à faire, à savoir quand on couvre un match, qui feront qu'on fera une bonne photo de foot ou pas. La photo de foot, c'est pas juste une belle photo, c'est avant tout une bonne photo informative. La belle photo, ça vient ensuite. L'image la plus marquante, elle était en une de l'équipe. C'est un peu souvent la même lors des victoires d'équipe nationale. C'est quand on soulève le trophée. Donc, il y a plusieurs manières de saisir cette image. C'est soit être de face, soit faire un petit pas de côté avec une photo qui sortira de l'ordinaire, mais qui racontera la même histoire. Alors, peut-être en mettant en exergue un acteur, le capitaine de l'équipe, le buteur, etc. Mais encore une fois, ce jour-là, le jour de la victoire, la belle photo, c'est important qu'elle soit belle, mais c'est cette info, c'est cette victoire, c'est l'équipe qui fête sa victoire. Alors après, peu importe si elle est super belle ou pas super belle, je crois qu'à ce moment-là, les gens, ils sont pris dans la joie de l'équipe qui gagne, et qu'elle soit belle ou moins belle, ils voient pas. Elle est très très belle pour eux parce qu'ils se sentent concernés par la victoire. C'est pour ça qu'un peu, je dirais que le jour des grandes victoires, peu importe la photo, c'est la victoire qui va primer sur tout le reste. Alors, Lorraine, là, c'est la vision de Franck, une vision journalistique, une vision avec la casquette de l'équipe. Même question pour toi, avec ta casquette de photographe officiel du PSG. Qu'est-ce qui, selon toi, fait une bonne photo de foot et quelle a été, pour toi, d'un point de vue personnel, l'image la plus marquante de cette finale de la Ligue des Champions? Alors, je suis assez d'accord avec ce que Franck disait. De toute façon, c'est des phrases que moi, j'ai été nourrie avec ces phrases-là, vu que j'ai commencé avec lui, donc c'est sûr. Mais nous, c'est vrai qu'en tant que photographe du club, la bonne photo de foot, elle est un petit peu différente, parce que nous, on cherche pas à faire de la vente ou quoi que ce soit après. Nous, c'est vraiment refléter des émotions et les émotions du moment présent. Alors, nous, on s'était répartis les tâches pendant cette finale. Donc, il y avait un photographe, donc Aurélien, qui était en position centrale et fixe pour le soulevé du trophée. Et moi, j'avais l'avantage de pouvoir avoir une position qui était avec les joueurs. Donc, j'étais sur le terrain, derrière eux, avant de monter sur le podium. Donc, moi, j'étais plus sur la recherche d'émotions et j'étais plus axée d'un côté à avoir les photos pour les joueurs, vraiment travailler pour eux, pour qu'ils aient des souvenirs de ces moments-là. Et on était plus dans un côté échange. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir des photos qui reflétaient plus vraiment ce qu'ils ressentaient sur cette deuxième victoire de Ligue des Champions. Donc moi, j'avais vraiment un travail qui était différent, un peu plus artistique et vraiment orienté sur tout ce qui est émotion et pas juste sur le moment présent. Oui, parce que son mantra à Franck, et c'est normal en tant que journaliste, ce qu'il est avant tout, lui, il raconte des histoires en images et c'est ce qu'il recherche. Toi, comme tu le dis, tu es plus dans la recherche d'émotions. Est-ce que ça veut dire que tu as plus de liberté, tu joues moins des coudes, par exemple, pour le soulever du trophée? Parce que ça peut être très désagréable pour les photographes Oui, comme moment. c'est vrai que quand on est en photographe d'agence ou quoi que ce soit, c'est la guerre à ce moment-là, en fait. C'est à celui qui aura la meilleure position. Et ça s'insulte, hein. Et, Enfin, ça pour avoir s'insulte, ça se assisté à tape ça un dessus. petit peu. Ah Oui, ouais. voilà, c'est un peu la jungle à ce moment-là. Ah ouais. Et c'est vrai que depuis que je suis photographe club, j'ai l'avantage de... j'ai ma position qui est réservée. Et ils ne peuvent rien dire, en fait. On est le photographe UEFA et le photographe club. On est vraiment les deux privilégiés où on se met entre guillemets où on veut. Faut jamais gêner le diffuseur, ça c'est ce qui est logique. Mais on n'est pas dans cette petite guerre de jouer des coudes et avoir la meilleure place. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage. Certaines agences, sur certaines manifestations sportives, sont amenées à positionner des boîtiers un peu partout qui sont contrôlés à distance, voire même des boîtiers qui sont robotisés. Est-ce que vous avez accès à ce genre de dispositif, peut-être en interne, posé de manière fixe au Parc des Princes? Alors, on pourrait le faire, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas encore développé parce qu'on n'a pas eu ce besoin-là spécifique. On n'a pas eu de demande non plus là-dessus, mais c'est quelque chose de si on voulait installer un boîtier en arrière-but ou quoi que ce soit, on pourrait largement le faire et on a tous les moyens techniques pour le faire, mais jusque-là, on n'a pas eu l'utilité encore. Pendant le match, comment tu bosses? À quel endroit tu aimes te placer en bord de terrain? Tout à l'heure, on a parlé du parc, du toit, mais bon, tu vas Ouais, pas c'est exceptionnel, ça. à chaque Ouais. fois Ouais. sur le toit. C'est Et à sûr, dommage. Budapest, tu n'aurais sûrement pas eu l'autorisation. Enfin,
peut-être pas. Non, je pense pas. Ouais, mais je pense pas non plus. Donc, tu aimes te placer où et comment tu aimes évoluer? Est-ce que, par exemple, tu changes de côté pendant le match ou à la mi-temps tu te balades un peu Alors, pendant le match, on n'a pas le droit de bouger. Il y a que à la mi-temps, on a le droit de changer de côté. C'est toujours d'un point de vue diffuseur où il faut pas qu'on ait de mouvement autour du terrain ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que moi, j'ai une préférence d'être toujours du côté attaque. Pour le club, il faut toujours qu'on soit du côté attaque. Mais je me mets côté corner de notre banc de touche. Comme ça, je peux à la fois faire les photos du coach quand il est debout pour encourager l'équipe ou donner ses ordres. Je peux aussi à la fois avoir le carré en général pour pas oublier les photos du président, parce que c'est des choses qu'il faut faire tout le temps. Et en général, les célébrations se font plus du côté du banc. Et l'idéal, c'est que la deuxième période se passe en attaque côté de nos supporters, parce que là, c'est sûr que c'est la clé pour avoir les meilleures célébrations de but. Ça veut dire que tu gardes un œil quand même sur ce qui se passe en tribune pendant le match? Oui, il faut vraiment toujours penser à tout, en fait. On peut avoir un moment le président qui rencontre le président de l'autre club. Il faut, même si je suis en bas au bord terrain, il faut que j'ai la photo. Si on a notre coach qui se lève d'un coup, qui donne des ordres différents, quoi que ce soit, il faut qu'on ait au moins une photo du coach pendant le match. Il faut penser aussi à avoir tous les joueurs en photo, pas uniquement l'action, le but ou quoi que ce soit. Il faut que chaque joueur ait au moins une photo de lui pendant le match. Mais du coup, vous êtes au Toki, tous ensemble, vous dites: «Ah vas-y, toi tu fais ça, moi je fais ça, tatati tatata». Enfin, ça me paraît quand même compliqué d'avoir des yeux partout, d'autant plus Mm. sur une filaque de Ligue des Champions où tu dois assez facilement te laisser prendre par le jeu en lui-même, en fait, Oui, quoi. et puis par les émotions du match C'est aussi ça, et le ouais. stress. Ah ouais, carrément. Non, mais c'est vrai qu'en avant-match, on se répartit les tâches. On se dit, alors pense à faire, toi tu fais le coach et le président. Moi, je vais plus penser aux supporters autour du match, tout ça. Et puis, de toute façon, tout ce qui est joueur, on gère de notre côté. On se fait un point à la mi-temps de savoir si on a bien tout le monde, s'il nous manque plus de photos d'un joueur ou pas. Et pendant le match, on est avec nos téléphones et on regarde un petit peu les notifs de qui a fait quoi, qu'est-ce qui manque, parce qu'il y a toujours quelqu'un au bureau qui regarde aussi les besoins, parce que nous, des fois, on peut rater des choses, et qui nous dit Lorraine, pense à faire tel joueur, t'en as pas du tout, il risque de faire une célébration parce qu'il vient d'être papa, ou des choses comme ça. En fait, on discute par message pour en rien oublier. Et au moment de la mi-temps où tu vas changer de côté, est-ce que tu procèdes à de la post-prod vite fait ou tu passes par l'ordi ou vraiment pas? En fait, on n'a pas le temps. Quand c'est des matchs au parc, on a toujours quelque chose à la mi-temps à faire, parce que même les événements, par exemple la Golden Bar ou des choses comme ça, nous on doit les couvrir en photo aussi. C'est quoi? Oui, il faut que Quoi tu tu expliques parles? parce que là, Pardon, c'est je la connais pas. Golden Bar. En fait, c'est c'est plus le Brandon Sponsor qui mettent des événements en place, et c'est des enfants qui viennent sur le terrain, qui font un mini tournoi de foot. Et à la fin, ils peuvent gagner un maillot ou des choses comme ça. Donc, c'est des moments que nous, on doit photographier aussi, même si c'est plus avec le côté sportif, mais c'est plus le côté business du club. Bon. D'un point de vue technique et réglage maintenant, comment sont réglés tes R1 pendant une période de match? Autofocus, cadence d'acquisition, mode de prise de vue. Alors, ça va dépendre du lieu du match. Au Parc des Princes, j'ai toujours les mêmes réglages parce que la lumière ne change pas. On est toujours en lumière du jour, donc c'est assez facile. Je vais toujours être en autofocus, pas en manuel, mais toujours en auto, avec le suivi, l'anticipation du sujet. Sur le R1, on a l'IA qui est intégrée. Le truc foot, là, Ouais, c'est ça ça. marche bien? Ça marche très très bien sur le foot, sur d'autres sports un peu moins, mais sur le foot, c'est vraiment génial, et on peut switcher aussi facilement si on veut pas forcément avoir le joueur qui suit le ballon. On peut switcher très très rapidement et facilement. Oui, donc, parce que par défaut, faut préciser, donc c'est le cas pour le basket et pour le foot notamment, mais il privilégie le ballon, c'est-à-dire là C'est où est ça. l'action. Exactement, voilà. Mais on a quand même la main de si on veut changer Ouais. notre collimateur pour, je sais pas, être focus sur le gardien qui a pas encore le ballon, mais se dire moi je veux l'arrêt du gardien et je veux pas le joueur qui tire. Donc ça c'est assez pratique et c'est très très bien fait, ça marche très bien sur le R1. Tu utilises l'autofocus par l'œil d'ailleurs du R1? Alors moi je l'utilise pas parce qu'avec mes lunettes c'est un peu compliqué, des fois c'est un peu aléatoire, donc je reste à l'ancienne et je l'utilise pas. Je pense que c'est un point de vue confort pour certains, mais je vais pas encore adhérer à ce principe-là. Pour moi c'est un petit surplus mais que j'utilise pas.
Rafale, sensibilité ISO, AV, Euh, TV? Alors, je reste en manuel full, Ah ni ouais, AV ni TV. Non, ok. je suis full manuel parce que comme je suis amenée à changer, passer du sportif des fois à de la tribune, donc je préfère j'ai ma technique en tête et mes réglages, je sais ce que je veux faire. Sensibilité ISO, en général, au Parc des Princes, par exemple, on est autour de 6400 ISO. Ça Tu change les pas pousses un beaucoup. peu, les ISO, quand même, hein. Ah, t'es obligé. Non, En foot, mais 6400, ça pourrait être pire. oui, Mais c'est pour ça. Ouais. pour les matchs en nocturne, même si c'est des stades éclairés, t'es obligé de les pousser pour avoir des vitesses suffisamment rapides. Il C'est faut clair. pas trop les Totalement. pousser, Mais les ISO. Faut pas... ça c'est le dépend. cas de Hein, dire. c'est micro en tout cas. Mais par rapport au R3, t'as vu de grosses différences en passant au R1 en termes d'autofocus, de gestion des hautes lumières, par exemple, enfin des hautes sensibilités. On a une meilleure montée en ISO, je trouve, sur le R1. On peut monter beaucoup plus facilement, 8000, 10 000 ISO, ça passe. Le R3, on est un peu plus limité, mais c'est pas choquant. Mais le gros changement que j'ai vu, c'est la tenue des batteries. Le R1 a une très très bonne autonomie. Que le R3, on peut être amené avant la fin du match à changer la batterie. Il consomme beaucoup plus puisque l'écran reste allumé, des choses comme ça. Donc c'est vraiment ce point de vue-là et ce gros changement-là. Et aussi, ce que je parlais, c'est pour la transmission en FTP. Le R1 est beaucoup plus rapide que le R3. Donc nous, ça nous facilite la vie vu qu'on doit envoyer l'image dans la seconde qui suit. Et tu gardes des RAW ou c'est que t'es que en JPEG sur ta production, comme tu dois envoyer l'image tout de suite? Sur un match, on n'est que en JPEG. Les RAW, c'est vraiment s'il y a une demande spécifique autour du match où on a, je sais pas, la sortie d'un nouveau maillot et là, on a vraiment besoin des fichiers bruts. Mais sinon, la majeure partie du temps, on est en JPEG. C'est quoi les cadrages et les actions qui sont absolument incontournables à faire sur un match? Alors, il faut toujours avoir donc l'action du but et la célébration. Sur les célébrations, on aime vraiment avoir des plans un peu plus serrés sur les visages pour refaire ressortir les émotions. Mais il faut anticiper aussi en fonction du joueur parce que chaque joueur a une célébration différente. Il y en a certains qui ont des célébrations en sautant, donc c'est à nous d'anticiper. Donc c'est pour ça qu'il y a tout un travail d'analyse aussi de ce que fait le joueur pour savoir. Donc en étant en club, c'est facile parce qu'on les voit tous les jours. Bon, ils font pas les célébrations, ils s'entraînent pas à faire des célébrations quand même. Non, hein. mais on les connaît, on sait Ouais. ce qu'ils vont faire, voilà. C'est presque des produits marketing, les joueurs, hein, du moins certains. Et c'est vrai que leurs célébrations, elles ont toujours une portée iconique. particulière et c'est iconique. Donc, mais pas que dans le foot d'ailleurs. Dans beaucoup de sports, mais c'est vrai que c'est beaucoup repris après, donc c'est quelque chose que nous, on ne doit pas rater. Et après, c'est ce que je disais aussi, c'est toujours avoir tous les joueurs, même le gardien, ne jamais l'oublier, parce que même s'il est à l'autre bout du terrain, il faut y penser. Et nous, c'est la recherche d'émotions et raconter l'histoire du moment présent. Mais c'est quoi une bonne photo d'un but, par exemple? Qu'est-ce qui doit figurer sur la checklist? Le gardien, le ballon? Est-ce que c'est un plan large? Est-ce que c'est serré? Qu'est-ce qu'on doit voir? Alors sur la photo d'un but, c'est vraiment le geste technique qui va primer. Faut qu'on arrive à figer le mouvement, à son apothéose en fait. Avoir, toujours le ballon sur notre image parce que si on n'a pas le ballon sur l'image, on comprend pas ce qui se passe et c'est assez dommage. Donc c'est vraiment réussir à capter, le moment parfait en fonction du geste que le joueur va faire. Est-ce que tu t'autorises un peu de flou ou ça doit être forcément net? Parce que on peut penser que tu aurais cette liberté-là, parce que autant un magazine ou un quotidien comme L'Équipe, ils veulent une photo nette parce que il faut figer l'instant, l'émotion, etc. Toi, tu as une écriture plus libre. Alors moi, c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir être un peu libre. Je dois faire les photos demandées, donc les photos classiques, nettes, etc. Mais j'ai toujours une partie un peu plus artistique que j'ai pêchée aussi dans ma connaissance de photographie de danse et de mouvement. Et j'ai toujours, dans ma série photo du match, j'ai toujours quelques petites photos un peu plus artistiques, défilés, des choses comme ça, où je m'amuse un petit peu plus. Mais ça va dépendre aussi de la tournure du match, de ce qui se passe, si c'est un match avec beaucoup d'action ou pas. Voilà, c'est en fonction de l'état du match, je m'accorde quelques petites libertés qui, des fois, fonctionnent très, très bien sur les réseaux. Et donc, ça, c'est assez chouette. À quel point la connaissance du jeu et des joueurs est essentielle dans ton travail? Alors, il y a tout un travail en avant-match, c'est de comprendre ce qui va se passer sur le terrain pour avoir plus Ouais, c'est pas d'anticipation. Madame Irma, tu peux pas savoir ce qui va se passer sur le terrain. Non, mais sur les entraînements, on voit des choses, ce qui aide aussi. Les fameuses choses confidentielles dont Voilà, on parlait tout à l'heure. c'est ça. Nous, ça nous permet d'anticiper ce qui va se passer. On voit pas tout, mais on arrive à comprendre. Et certains joueurs ont toujours la même dynamique de jeu. Et on sait un petit peu
où ça va aller, ce que ça va donner, la rapidité de mouvement, la composition du jeu. Donc, les entraînements, ça aide beaucoup. Après, personnellement, j'avais pas une culture footballistique très développée, donc j'ai un peu appris sur le tas. Mais c'est juste de la curiosité et regarder vraiment tout ce qui se passe autour. Et ça permet vraiment d'aider à anticiper et penser sa photo avant de la faire. Et on se lasse jamais de ça parce qu'on peut se dire, bon, la photo en bord de pelouse comme ça, de stade, ça peut être un peu répétitif. Toi, tu arrives quand même à toujours te renouveler. Bah, moi, je me lasse jamais parce que le sport, c'est tellement imprévu. Il peut toujours se passer des choses différentes du match précédent. On change de stade très souvent parce que comme je fais les déplacements avec eux, je vois beaucoup de stades, même si d'une année à l'autre, on a souvent les mêmes stades, mais c'est toujours différent. On n'a jamais une routine ou quoi que ce soit. C'est de l'imprévu et c'est ça qui est bien dans la photo de sport, c'est que on n'est jamais sûr de ce qui va se passer. C'est un petit challenge qui est assez sympa à avoir tout le temps. Est-ce que tu pourrais nous raconter des anecdotes sur une image réussie et au contraire aussi sur une image que tu aurais ratée? Dur à dire. Raté, j'en ai raté, ça c'est sûr. Parce que des fois, on n'est pas forcément concentré. Des fois, nous aussi, on n'est pas forcément dans notre match. Donc, on peut rater un but ou une célébration parce qu'on n'est pas du bon côté et on n'a pas le temps de courir à l'opposé parce que la célébration, elle est finie. C'est trop généraliste là, rentre plus dans le détail. Plus cas dans le précis. détail, un cas précis. Une photo ratée. Alors, c'était pas une photo sur un terrain, mais c'était avec le foot en déplacement. Quand on fait les déplacements, on voyage souvent avec Qatar Airways, vu que c'est un de nos sponsors. Et on doit faire la fameuse photo de tous les joueurs devant l'avion. Donc là, c'est la grosse photo à faire, à pas rater. Les joueurs, ils n'ont pas forcément envie de faire cette photo-là parce que ça Personne leur n'a prend envie du de la temps. faire. Voilà, personne n'a envie de la faire. Même moi, des fois, j'ai pas le choix, je dois la faire. Et il s'est avéré que la dernière fois, en partant pour la Coupe intercontinentale à Doha, on fait cette fameuse photo. Et là, on se rend compte que Safonov n'est pas sur la photo, alors qu'il était présent, mais il s'est amusé à faire un cache-cache. C'est Et le du gardien coup, de but, Safonov. Ah oui. c'est ça, exactement. Et pour lui, c'était un petit jeu rigolo, sauf que pour nous, un joueur qui est pas sur la photo, surtout c'était l'époque Chevalier Safonov, donc un peu touchy, donc c'était un peu compliqué. Donc ça, c'était une photo ratée parce que Ouais, mais là, on c'est n'a pas pas ta tous les faute là joueurs. pour le coup. C'est pas de ma faute, mais si je l'avais quelque part, vu, tu dois y c'était à moi penser. de le dire. Ouais. Voilà, Ouais, c'est c'est ça. ça. T'aurais pu arrêter la J'aurais photo, pu faire dire- venir le joueur Mais en fait, pour il que était là, il la s'était famille juste soit caché. complète. Ah oui, d'accord. Ok, Voilà, je c'était comprends. son petit jeu. Donc c'était à moi Sympa. d'avoir l'œil et de regarder, sauf que j'ai pas du tout fait attention dans le stress, le moment, la rapidité. Pour moi, on me dit il y a tout le monde, je shoot en fait. Et c'est après je regarde, je fais ah, il y en manque un. Je vois ses pieds mais je vois pas la tête. Donc ça, c'est vraiment une photo ratée et après on doit rattraper les choses pour masquer tout ça. Donc c'est pas facile quoi. Bon, après, des photos comme ça, tu dois en avoir pas mal, donc ça doit être faisable. Mais même si c'est pas l'idéal. C'est faisable, mais on se fait taper sur les doigts quand même. Donc, Ouais. c'est à nous d'être irréprochables et penser vraiment à tout pour pas rater sa photo. On n'a pas trop le droit à l'erreur, en fait. Pour terminer, est-ce qu'il y a des photos de foot légendaires pour toi et pour les fans de photos et de foot, des photographes, en plus de toi, évidemment, à suivre de près? C'est vrai que dans la photo de foot, on a la chance d'avoir énormément d'images. On voit tellement d'images tournées partout, des bonnes, des mauvaises, des moins bonnes, mais souvent des bonnes images qui font vraiment le tour du monde. Moi, c'est vrai que les photos de foot qui me parlent le plus, c'est quand ça raconte vraiment un peu ce que Franck disait, une histoire, l'histoire du moment. On ressent l'émotion, le mouvement, il est parfait. Les photos de retournées acrobatiques, je trouve que c'est les plus belles et c'est les plus rares aussi. On en voit moins qu'à une époque. On en voit beaucoup moins, mais les joueurs en font aussi beaucoup moins. Donc c'est À pour ça. l'entraînement, tu dois en voir peut-être. À l'entraînement, oui, on en voit, mais c'est vraiment que les joueurs techniques qui font ça. Mais je trouve que c'est les photos les plus impressionnantes et les plus marquantes parce que c'est des choses qui sortent de l'ordinaire. Et je pense que ça, c'est un peu le côté artistique que j'ai qui ressort parce que j'aime vraiment ces mouvements qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ah, c'est l'école Julien Benamou, ça. C'est sûr. Oui, c'est ça. C'est un petit peu, je pense que je tiens ça de lui un petit peu. Mais oui, pour moi, c'est les photos les plus marquantes. Et après, en photographe de foot, on en a tellement. On en a de l'ancienne génération, j'ai envie de dire, qui sont emblématiques. Moi, je sais que j'ai beaucoup connu Christian Gavel, qui était avant moi au PSG en tant que photographe. C'est le photographe emblématique du PSG avant moi. Il a suivi toutes les équipes, tous les joueurs. Il a
tellement fait d'images et consommé d'images aussi. Et beaucoup de livres du PSG Beaucoup de qui sont livres signés aussi, oui. avec ces On images. a Julien Scucel aussi, qui est un super photographe et il est à la fois axé sur l'univers sportif, mais aussi sur le reportage. Il est en relation avec beaucoup de joueurs, donc il nous crée des histoires qui sont très très belles. Donc on a beaucoup de noms dans la photographie de faute. Merci Lorraine.